Les constructeurs ont eu cette idée assez géniale, c'est de mettre entre les piliers et les murs extérieurs des petits arcs-boutants qui sont eux-mêmes accompagnés de deux tirants au-dessus et en dessous, ce qui donne évidemment une très grande stabilité à l'édifice, mais en même temps qui permettent quand même de garder cette idée de légèreté, puisque les arcs-boutants intérieurs sont eux-mêmes repercés, pour impliquer effectivement que même si on assure la stabilité, on se permet de les percer pour montrer en quelque sorte qu'on est capable de faire ça. C'est tout l'enjeu de ces petits arcs-boutants qui sont à l'intérieur de la construction et non plus à l'extérieur et qui sont disposés dans les bas-côtés et qui servent à relier les différentes parties de l'édifice pour éviter que les murs ne s'écartent sous le poids de la construction supérieure. En plaçant des arcs-boutants à l'intérieur de l'édifice entre chaque pilier des collatéraux et en ajoutant des tirants de fer, les bâtisseurs parviennent à stabiliser la chapelle basse pour préparer l'élévation de l'édifice dans la hauteur. C'est vraiment comme une pièce montée dans laquelle on assurerait un premier niveau suffisamment solide pour pouvoir, en quelque sorte, élever au maximum la légèreté des formes. Les bâtisseurs vont maintenant se concentrer sur la deuxième chapelle, celle du roi, celle qui recevra la sainte relique, la couronne d'épines. Elle doit être à la hauteur des exigences de Louis IX, qui souhaite une luminosité encore jamais atteinte jusque-là. Il fallait donner une ampleur majestueuse à cette chapelle royale. Et l'effet visuel primordial était cette transparence. Mais il faut quand même monter l'édifice à 42 mètres de hauteur. C'est quand même très exceptionnel. Comment élever une voûte unique aussi haute et avoir une luminosité inédite dans l'histoire médiévale? Les bâtisseurs vont devoir prendre le contre-pied de ce qu'il se fait couramment dans l'art gothique. Normalement, à l'époque gothique, avec un bâtiment qui atteint les 29,5 mètres, on s'attend à avoir des arcs-boutants ou au moins des contreforts très épais. À l'époque gothique, les murs de cathédrale sont contrebutés par des arcs-boutants placés à l'extérieur pour éviter qu'ils ne s'écartent. Mais la forme que souhaite le roi est une forme reliquaire. Il s'agit d'un vaisseau unique, donc il ne peut pas y avoir d'arc-boutants pour maintenir les murs à l'extérieur. On ne peut pas disposer des arcs-boutants de part et d'autre sur un édifice à nef unique. Donc il faut trouver un moyen de consolider ce vaisseau unique qui s'élève à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. Donc l'architecte va devoir mettre en œuvre des contreforts d'une grande épaisseur. De très larges contreforts pour compenser la taille et la hauteur de la Sainte-Chapelle. Ils sont quasiment aussi importants que ceux construits pour la cathédrale Notre-Dame. Pour élever ce vaisseau unique, les bâtisseurs vont placer 8 contreforts de part et d'autre de la Sainte-Chapelle de presque 30 mètres de hauteur. Au niveau du chœur, 6 autres contreforts sont placés, puissants et extrêmement épais. Ils font partie des murs de la Sainte-Chapelle. Les contreforts sont très puissants, ils sont très hauts bien sûr, et donc ils sont essentiels dans la structure de l'édifice. Et ils traversent y compris le mur, simplement on ne les voit pas en chapelle haute parce qu'ils sont habilement dissimulés par un réseau de fines colonnettes. Les colonnettes et les ornements cachent l'épaisseur et la puissance des contreforts qui deviennent un élément de décor, à tel point qu'on ne perçoit plus la structure lorsqu'on est à l'intérieur du bâtiment. Là, on a une prouesse technique qui, certes, utilise des éléments d'architecture connus, mais d'une façon nouvelle et qui vont permettre ces élévations majestueuses que l'on va retrouver à la Sainte-Chapelle. Cette prouesse architecturale a permis d'évider les murs et de placer des rideaux de verre qui illuminent la Sainte-Chapelle comme aucun autre édifice à l'époque. La chapelle supérieure monte vers le ciel, ouvre vers le ciel, et elle est comme une chambre de paradis. Pour accentuer cette impression de grandeur et de hauteur,
les bâtisseurs ont placé les contreforts judicieusement. Ils sont de plus en plus proches les uns des autres au fur et à mesure qu'on se rapproche du cœur de la chapelle. En créant un tel point de fuite en hauteur, cela augmente la perspective et donne l'impression aux visiteurs d'être happés vers le ciel par la lumière. Mais les contreforts à eux seuls ne suffisent pas à maintenir l'édifice. Les piliers construits peuvent s'écarter. Il faut trouver un moyen pour les consolider tous ensemble. Comment les bâtisseurs s'y sont-ils pris pour stabiliser la Sainte-Chapelle et lui permettre de traverser les siècles? Maxime l'Héritier et son équipe ont trouvé la réponse dans les combles de la chapelle. Et bien donc là, au niveau de la 3e assise du mur Goutreau, on voit les restes d'un tyran qui a été posé à l'époque médiévale. Donc il faut imaginer que ce tyran, il était tendu à travers l'intégralité du vaisseau, il passait au-dessus des voûtes, il venait relier le mur nord au mur sud pour consolider la maçonnerie, en tout cas dans un premier temps, avant qu'elle ne soit chargée par la charpente et les parties supérieures de l'édifice. Ces tyrans de fer sont de grandes barres de fer qui traversent l'édifice de part et d'autre et évitent que les murs ne s'écartent pendant la construction. En faisant des recherches plus poussées, Maxime l'Héritier trouve un autre indice sur l'usage du fer pour maintenir l'édifice. Il s'agit de cette pièce de fer datée de l'époque médiévale et qui semble oubliée sur un muret. À quoi servait-elle? Les chercheurs finissent par comprendre. Il s'agit d'une agrafe de fer qui s'emboîte avec d'autres agrafes pour former un chaînage continu qui enserre l'édifice. C'est comme un jeu de mécano qui forme une ceinture puissante tout autour de la chapelle. La Sainte-Chapelle haute, comme la Sainte-Chapelle basse d'ailleurs, constitue une sorte d'extraordinaire cage de fer. Il faut quand même faire tenir un édifice très haut. On dispose des ceinturages métalliques qui viennent corseter la construction pour éviter que les murs ne s'écartent. La Sainte-Chapelle est littéralement ceinturée en haut et en bas par des pierres armées de fer. Mais les bâtisseurs ont encore des doutes. Je pense vraiment qu'ils avaient des inquiétudes sur le fait de pouvoir maintenir ces vitraux en place. Il faut résister aux effets du vent et maintenir ces immenses vitraux qui sinon ne résisteraient pas à la pression. En observant les vitraux, les chercheurs distinguent des barres de fer habilement dissimulées qui semblent participer à la structure de l'édifice. Les vitraux permettent d'intégrer de façon élégante et raffinée des éléments de métal qui contribuent à ce corsetage de la construction. Les vitraux sont quadrillés par des barres de fer placées horizontalement et verticalement. Au final, 2 chaînages de métal et un quadrillage complet au niveau des vitraux enserrent l'édifice et bloquent les 14 puissants contreforts. On a effectivement une structure qui est très audacieuse, qui est particulière, où le fer s'adjoint avec le verre, s'adjoint avec la pierre également, pour renforcer l'intégralité de cette structure. C'est une sorte de cage de fer qui renforce toute la structure des murs de pierre de la Sainte-Chapelle. Et à notre connaissance, c'est l'une des utilisations du fer les plus abouties de l'époque pour consolider un bâtiment.